a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une première question pour Monsieur Omar Sy? On a tous un peu envie d'avoir un buck dans notre vie. Vous aussi? J'en ai deux. Ah ouais, 2 bucks. J'ai 2 chiens. Un Canet Corso et un American Staff. Chai et Echo. Donc oui, on a envie d'avoir un bug dans notre vie, mais j'espère que tout le monde en a un. J'espère que tout le monde en a un, que ce soit un frère, un pote, une copine, une chérie, n'importe quoi. Ou même Skabuck, cette espèce de chien, c'est plutôt un loup même, qui symboliserait son instinct, qui le guide. J'espère qu'on est tous connectés au moins à ce truc-là, quoi. Comme cette petite voix dans notre tête des fois qui nous dit tu devrais ou tu devrais pas. De l'écouter un petit peu plus. Je pense que c'est ce que dit aussi ce film, ce que disait aussi le livre, je crois, c'est à un moment donné s'écouter plus, au-delà d'écouter la voix d'un ami et tout ça. Donc j'espère qu'on a un petit bout de bug chacun. Mais évidemment, on aimerait tous. Mais je crois que c'est accessible, c'est pas loin. Vous avez parlé d'instinct à l'instant. Il est question d'instinct pas mal dans le film. Est-ce que vous vous sentez instinctif? Je ne suis que ça. Que ça? Je ne suis que ça. Tout ce qui m'arrive, m'arrive un peu, on dit par chance, par hasard. Et puis, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par instinct. J'ai pas les codes, moi. J'ai pas les codes pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai pas pris de cours de quoi que ce soit. Je suis arrivé là-dedans justement par des rencontres, par des gens qui m'ont montré des choses. Et après, j'ai écouté la voix intérieure, quoi. J'ai écouté mon instinct, ce que je chantais, et ma façon d'appréhender le jeu aussi se fait un peu comme ça, un peu instinctive. Après, effectivement, il y a de la technique, il y a tout ça que j'ai réussi à apprendre un petit peu parce que je suis quand même un peu un autodidacte, mais au-delà de ça, je pense que le truc, en tout cas, auquel je me connecte le plus, c'est mon instinct. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est qu'un plateau de cinéma dans ce type de grosse production, avec un chien qui peut-être n'est pas devant vous, avec peut-être une montagne qui n'est pas derrière vous? Décrivez-nous votre jeu de travail finalement. Donc en fait, la montagne, elle est derrière moi. Alors c'est pas vraiment une montagne, c'est une colline. On est dans les canyons. Dans les alentours de Los Angeles. Donc on a une colline, qui n'est pas une montagne, mais on a une colline. Elle n'est pas blanche, mais plutôt marron. On est au mois de février, c'est un peu sec. Et on est sur un plateau vraiment hollywoodien avec le décor, en fait. Je ne sais pas comment on dit, parce que ce n'est pas du studio, mais on a le décor qui est monté. On a toute une ruelle de ville un peu, avec des saloons un peu de cette époque-là. Des camions à neige le matin quand on arrive et qu'on se fait maquiller, le camion à neige qui envoie de la neige, donc on a quand même cette sensation de frais. Et à d'autres endroits, c'est de la fausse neige qui fait tousser, parce que c'est un petit truc un peu synthétique, pas très agréable ici. Et donc il y a voilà, un peu pour planter le décor, un fond bleu géant tout au bout. Et à côté de ça, la colline qu'on a gardée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et donc Buck, il faut rendre hommage à Terry Notary, qui est un gymnaste, qui lui, maintenant, c'est son métier. Il sert de référence comme ça sur ce genre de film-là. Il a travaillé sur La planète des singes, notamment. Et en fait, c'est lui qui était Buck, et c'était lui mon partenaire. C'est avec lui que je jouais quand, par exemple, la scène où je dois lui dire au revoir. Je dis au revoir à Terry. Et en fait, c'est lui, l'acteur avec qui je joue. On n'est pas... Il y a d'autres moments où c'est des balles de tennis, mais pour toutes les scènes avec de l'interaction, pour toutes les scènes où il y a vraiment un truc, justement, qui est organique, et ça ne se fabrique pas dans le vide, quoi. Et bien, il y a Terry qui est là, et c'est assez chouette, en fait, de se dire que tout ça est mis en place et pour raconter cette histoire-là. Et j'aime bien, dans ce genre de film-là, il y a un truc... Il y a quelque chose qui est essentiel, et on ne peut pas faire ces films-là si on n'a pas ça. C'est l'enthousiasme enfantine. Ça veut dire qu'il faut qu'un mec, un adulte de 50 balais à peu près, sur des trucs en fer comme ça, il fait le chien, et moi je le caresse et je lui parle comme un chien. Et c'est un chien, et on y croit tous. Le mec qui tient la caméra, c'est un chien pour lui, parce que si c'est pas un chien, et s'il sort de là, s'il sort de tout le délire qu'on s'est mis en tête, eh ben la caméra va trembler parce qu'il sera mort de rire. Mais oui.
Et mes enfants, ils viennent voir ils nous voient et se disent, mais mon père, il est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on arrive à faire ça très sérieusement. Et on y croit vraiment. Et j'ai de l'émotion quand je dis au revoir à Buck, qui est là avec des trucs en fer, et c'est pas vraiment Buck. On y croit. Et si on n'a pas ça, ben le film, il marche pas. Et j'adore faire les films là-bas pour ça. Parce qu'il y a ce truc-là qui est toujours présent, et c'est tout le monde. Il n'y a pas que les acteurs. Il y a les techniciens, ils ont ça. Tout le monde a ça pour pouvoir raconter cette histoire-là. D'autant plus que là, on parle d'une histoire qu'ils ont tous lue. C'est encore plus un classique qu'ici. Non, moi j'avais Cro-Blanc, moi. Nous, on avait Cro-Blanc. Et l'Appel de la forêt, là-bas, c'est plus qu'un classique. Donc, ils étaient 2 fois plus investis. Et ça, c'est un bonheur incroyable. Pour rester sur cette question technique, vous avez eu la chance de travailler avec 2 légendes sur ce film. La première, c'est Harrison Ford, et la seconde, c'est Janusz Kaminski. Oui. Quel est le rapport que vous avez eu particulier avec Janusz Kaminski, avec lequel vous avez plus travaillé qu'Harrison Ford? C'est pas obligé de le rappeler comme ça, de cette manière-là. Non, oui, c'est vrai, j'ai eu 2 jours avec Harrison Ford, et Janusz, il était là tous les jours. C'est un mec incroyable. Parce qu'il est complètement taré. Vraiment, mais il est à la peste comme tous les mecs hyper créatifs. Il a ce grain de folie, mais je crois que ce que je trouve bien et ce que moi je pense, les plateaux de cinéma, c'est quand même une réunion de gens pas tout à fait bien dans leur tête, quoi. Et donc du coup, là, ça se vérifie. Et pour un projet comme ça, on est obligé de réunir ces gens-là. Et Janusz, il a ça, il est complètement taré, mais en même temps, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est super d'avoir un mec comme ça, avec cette expérience-là. Et pour nous guider aussi des fois, parce que des fois, la technique, elle est trop forte. Et dans ce qu'on doit jouer, nous, on est un peu perdu. Et donc, c'est bien d'avoir Janusz parce que du coup, il sait. En plus du réalisateur, il y a cette autre voix qui complète un peu. Et en fait, il dirige un peu des fois, Janusz, c'est vrai, dans ce qu'il fait. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ne sont pas tous comme ça, les chefs opérateurs. C'est qu'ils donnent des explications. Ils te disent, tiens, là, tu vas être filmé comme ça, et on fait ça pour telle ou telle raison. Ça, en général, le réalisateur, il vous le donne s'il peut, mais le chef opérateur, il y a peu de... Ils ne sont pas très loquaces en général, les chefs opérateurs. Mais lui, il est super, parce qu'en plus, il est très, très drôle. J'ai même une liste de toutes ses citations. Parce que c'était 4 ou 5 citations par jour. J'ai adoré ce mec. Et on a bien connecté, ouais. Janusz, c'est un mec chouette, et surtout un chef opérateur incroyable, quoi. Mais vraiment, en plus, pour parler que du travail, il m'a beaucoup aidé des fois, parce que sur tous les plans, sur tout ce qu'il y avait avec les traîneaux, les plans où ils étaient loin, avant de les tourner, on se parlait. Et donc, moi, j'essayais de comprendre, parce que c'est compliqué, on joue un truc, mais eux, ils sont hyper loin. La caméra se rapproche, mais eux, ils sont loin, parce qu'ils font ça avec une grue, un truc... des engins de fou qu'on n'a jamais vus. Et donc, il faut comprendre tout ça. Et c'est vrai que comme Chris, c'était son premier film live, il y avait aussi il a l'habitude de travailler avec des dessins. Donc, l'interaction, d'expliquer, c'est pas son fort, tout de suite. Et donc, Janusz, il était bien pour ça. Donc, on était quand même super bien entourés, et on était très bien guidés, je trouve. Et Harrison Ford, il représentait quoi pour vous avant, et frustrant de tourner que 2 jours avec lui? Je vous assure que ces 2 jours-là, c'était quand même suffisant pour être dans un état de dingue. C'est-à-dire que, bon, c'est Indiana Jones, et c'est Han Solo, surtout moi qui suis un fan de Star Wars. C'était ça, quoi. Et de pouvoir juste lui serrer la main, de savoir que maintenant il sait comment je m'appelle. C'est chouette. Non, mais voilà, regardez, il y a 2 noms sur cette affiche. Et c'est quand même une grande fierté, quoi. C'est quand même une grande fierté pour moi. Et puis juste de pouvoir, de savoir, voilà, qu'il avait un peu vu mon travail. On a échangé très peu, évidemment. Mais c'était suffisant, moi, pour être vraiment très, très comblé et de me dire... Enfin, ce matin-là, j'étais là et je me dis, bon, ben, mec, t'es à Hollywood, quoi. Et là, personne ne peut dire le contraire. Et non, moi, je suis très reconnaissant de tout ça, de ce qui arrive. Je suis très heureux et très fier de partager l'affiche avec Harrison Ford. Les gars, écoutez, là, je ne peux pas vous dire plus, hein, même si c'est 2 jours. Hein, même 2 jours, c'est quand même c'est 48 heures. Il y a un message quand même dans ce film aussi, un message écologique quand même. Bien sûr. Et un message anti-libéral, quand il rejette l'or à la fin.
Est-ce que vous adhérez avec ces messages? Il rejette l'or à la fin. Oui, c'est vrai, il fait ça. Mais oui, mais parce que mais ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est-à-dire que cette envie de retourner à la source, de suivre son instinct, de retourner à l'état sauvage, on peut pas le faire si on reste connecté justement au libéralisme, au capitalisme, on appelle ça comme on veut, mais c'est-à-dire que l'or dans cette histoire-là et je pense dans ce qu'on essaie de dire, c'est pas vraiment tout ce qu'on peut acquérir matériellement, mais plus comment on grandit à l'intérieur et comment on est comment se retrouver bien en fait. Et donc se retrouver bien, c'est pas forcément avoir de l'or plein les poches, quoi. Cette adaptation qui sort aujourd'hui, c'est pas tout à fait un hasard, si. Non, c'est pas du tout un hasard. Mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être l'adhésion du film plus que la proposition. C'est qu'évidemment que en proposant ce film, on essaie de dire des choses, de proposer autre chose et surtout peut-être éveiller quelque chose. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est l'adhésion. C'est comment ce film va être reçu et est-ce que les gens ont envie d'entendre un discours comme ça ou pas. C'est ça qui va être encore plus intéressant que le fait de le proposer. Et vous êtes sensible au discours écologique d'Harrison Ford? Parce qu'il il donne souvent son avis là-dessus. Mais sont des sages aujourd'hui, ils ont de la bouteille. Moi, l'écologie, je m'y intéresse, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui font vraiment flipper. Quand on voit qu'à un moment donné, on va faire un congélateur géant pour éviter de faire fondre la banquise. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. Je me dis, bon, là, c'est la fin du monde, quoi. Ça fait flipper. Vraiment, il faut faire quelque chose. Il y a des choses comme ça. Moi, je suis aussi plongeur. Donc, effectivement, les fonds marins, l'état des coraux, tout ça, ça me parle. J'ai compris l'importance dans l'écosystème des coraux, tout ça. Donc, ouais, j'ai mes sensibilités, mais je ne suis pas non plus un grand écologiste, ça serait faux de dire ça. Mais j'ai ma sensibilité aussi en fonction de ce que je côtoie tous les jours. Quand par exemple, oui, je me balade justement avec mes chiens beaucoup dans les canyons où je marche beaucoup avec eux dans les collines. Et je suis frappé des fois de voir, oui, parce que par là-bas ça brûle beaucoup, voir comment les incendies ont dévasté par exemple les collines là-bas, ouais, c'est flippant, c'est flippant. Vous recevez un certain nombre, sans doute beaucoup de propositions qui viennent donc des États-Unis. Est-ce que, enfin, déjà, oui ou non, enfin, vous pouvez me le confirmer, et y en a-t-il que vous refusez par principe? Quel type de rôle, ce sera non? On a déjà entendu ça d'autres comédiens qui ont une image, le méchant, le foncé, du service, enfin, je sais pas. Il y en a qui sont tout de suite. Je suis pas fermé, moi. Je suis pas fermé, j'ai pas de règles pour dire oui, j'ai pas de règles pour dire non non plus. Je refuse des choses évidemment. En général, parce que c'est pas toujours vrai, mais en général, quand j'ai déjà fait, j'évite de refaire. Et puis non, moi j'ai pas de truc de français de service, de machin. Tant mieux, ils appellent un français, ils m'appellent. Je suis plutôt fier moi de porter le maillot. Hein. Donc non, j'ai pas vraiment de règles établi comme ça. Je pense que ma règle, c'est même plutôt d'être ouvert et de tout lire. Parce que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on me propose et de voir dans l'imaginaire, que ce soit des producteurs, des scénaristes ou des réalisateurs, dans quoi ils peuvent m'imaginer. C'est toujours intéressant d'avoir ça. On a parlé tout à l'heure de ce que vous voyiez sur le plateau pendant le tournage. Et je voulais savoir si en découvrant le film avec la post-production, si vous étiez sensible à la magie, si vous arriviez à oublier ce que vous aviez vécu en tournant. Évidemment, ouais. Évidemment. Ben déjà, la chance, c'est qu'en fait, on fait ça, puis après, on en fait d'autres, et puis on va un petit peu ailleurs. Et donc, il y a toujours le moment, de toute façon, on redécouvre ce qu'on a filmé, même quand il n'y a pas d'effets spéciaux. Moi, j'aime bien avoir ce truc-là. Je suis comme un môme, et puis surtout, je fais des films pour pouvoir les voir, quoi. Donc du coup, non, et puis là, non, et puis là, c'est difficile de ne pas être pris, hein, quand même, là, ce qui est proposé là. Et puis moi, surtout, là, j'étais content, quand j'ai vu le film, j'étais super heureux de faire connaissance avec Buck, parce que je ne le connaissais pas, en vrai. Et donc, du coup, là, de voir Buck, qui est chouette, c'est un super chien, il est trop mignon, et il a des trucs, presque humains, quoi. Il a
dans certains, tout ce qu'ils ont fait avec son visage. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Vous parlez La nature, encore la nature. Ça fait plaisir. Alors, d'instinct. Oui. Deux questions en même temps pour rejoindre celle de ma collègue tout à l'heure. Est-ce que c'est pas déjà un retour à la pensée de Toro et de London, forcément, ce film-là? Et aujourd'hui, justement, quand on parlait des choses qui ne sont pas innocentes, et par rapport à l'instinct, c'est aussi un film d'harmonie. Harmonie avec la nature, harmonie avec soi-même. Oui, et donc c'est quoi la question, pardon? Est-ce que pour vous, c'est ça aussi? Ben oui, il y a de ça. Évidemment que c'est ça aussi. Mais c'est même que ça, en vrai. C'est ça, c'est vrai. Ce n'est que ça. Mais comment vous dire, j'ai l'impression quelque chose qui doit... la preuve, c'est que ça a été écrit il y a très longtemps. Et qu'à un moment donné, je crois qu'en fait, on est tous dans cette... C'est une quête qui ne s'arrêtera jamais. Tant que l'homme sera là, il y aura cette quête-là. Et c'est toujours ce truc de comment on fait, parce qu'en fait, on ne peut pas non plus complètement retourner à l'état sauvage. On ne va pas aller tous aller habiter dans la forêt de Rambouillet avec des slips en peau de chamois. Ça ne marche pas. On ne va pas faire ça. Mais c'est justement le juste milieu. Comment on fait, quoi? C'est justement entre l'iPhone et le slip en peau de chamois. Comment on va faire pour trouver cet équilibre? C'est toujours la même chose, mais depuis la nuit des temps, on va chercher un équilibre. Et forcément, pour que ça nous parle, on est obligé de parler du cas extrême, c'est-à-dire de ce trajet assez dingue, de l'état domestique, de notre Buck du départ, jusqu'au Buck à l'état sauvage, où d'un coup, il est marié à une louve. Et donc, du coup, oui, c'est ça, c'est comment on fait pour faire ce trajet-là. Mais ce trajet-là, ça ne veut pas dire retourner aller vivre dans la forêt. C'est d'ailleurs juste trouver un équilibre entre la nature qui nous entoure et qui est essentielle à notre bien-être, et en même temps continuer à évoluer, à inventer des téléphones, aller voir sur Mars, avec effectivement trouver l'harmonie. Mais c'est un long trajet, et je pense qu'on est tous plus ou moins dans nos vies, dans ce travail-là. Comment on fait? Est-ce que je mange de la viande? Est-ce que j'en mange pas? Alors j'en mange que je lundi. Est-ce que je jeûne? Est-ce que je jeûne pas? Je bois du coca, j'en bois plus du tout. Est-ce que je vais quand même chez le charcutier ou pas? On est tous, je sais, qu'on est tous dans ces questionnements. Est-ce que je mange beaucoup? Je mange le soir, je mange le midi. On cherche. Et ces films-là, des fois, nous aident, peuvent nous éclairer. Que là, l'animal est meilleur que l'homme. Mais l'animal, c'est l'homme. Oui, mais bon. Buck, c'est un humain. C'est lui qui donne des leçons à l'homme. C'est lui qui donne des leçons à l'homme, mais en fait, je ne connais pas Jack London, c'est pas mon pote, mais de ce que je comprends de ce qu'il nous raconte, c'est que Buck, c'est nous. Et Buck, c'est nous. C'est-à-dire que Buck, c'est un enfant qui devient un homme. Et on peut le voir comme ça aussi, pas c'est juste un chien. Buck, c'est un enfant à qui on a appris des choses, et puis il se retrouve dans la vie, et ce qu'on lui a appris, ça ne marche pas forcément. Alors il faut s'adapter. Alors il se réadapte, et puis il s'adapte à quelque chose, et puis finalement il lui arrive autre chose. Il faut se réadapter. Et finalement, dans tout ça, le vrai guide, c'est pas ce que lui ont appris ses parents, c'est pas ce qu'on lui a appris la société, les humains, ce qu'on voudra. C'est son instinct. C'est-à-dire que la réponse est en lui. Et j'ai l'impression que pour nous, c'est pareil. La réponse est en nous. Et c'est pas l'animal, parce que l'homme est un animal. On a nous de l'imaginaire, on a la communication. Et on est des animaux, excusez-moi de vous le dire comme ça. Vous avez beau mettre des habits, mais des animaux. Quand on vous propose un rôle comme celui-ci, est-ce qu'on vous dit pourquoi on a pensé à vous? Alors, pour ce film-là, j'ai rencontré donc Erwin, le producteur, et Chris. Et en fait, ce qu'ils avaient envie, c'est que donc Perrault est un Canadien francophone. Et donc, comme je parle français, je pense que ça, c'était une des qualités pour avoir le job. Et après, je crois qu'eux, ils avaient envie de... Justement, parce qu'aux États-Unis, on prend beaucoup pour avoir un visage un peu plus fermé, machin. Mais Erwin, il m'a beaucoup parlé d'Intouchable. En me disant Intouchable, et je ne sais plus ce qu'il avait vu d'autre. Mais en tout cas, il a dit, il y a quelque chose dans ton sourire qu'on voudrait pour Buck. Parce que cette période pour Buck, c'est un endroit où il quitte sa maison et il a besoin de confiance à ce moment-là. Et il faut quelqu'un de bon. Et apparemment, pour lui, je pouvais incarner cette bonhomie. Il lui fallait son premier ami en dehors de la maison. Et donc c'est comme ça que j'ai abordé le truc. Il fallait être hyper doux avec ce chien, l'accompagner et avoir confiance en lui.
Et donc, je crois que c'est pour ça que j'ai été choisi. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont peut-être menti. Hein. Quel regard est-ce que vous portez sur le cinéma donc, français, grand public, à gros budget? Vous sortez parallèlement, enfin, presque Le Prince oublié, c'est-à-dire aussi une grosse production avec des effets spéciaux. Est-ce qu'il y a encore un gros fossé, d'après ces deux expériences? Est-ce que le cinéma français tient la barre, enfin, une fois encore, dans le cinéma grand public, à gros budget? Ça veut dire quoi, un gros fossé? Est-ce que on pouvait considérer à un moment donné que le cinéma américain avait de l'avance en termes d'effets spéciaux, de... Oui, il y a de l'avance parce qu'il y a plus d'argent. Évidemment, on a 20 millions, nous, pour le Prince oublié. Combien il y a pour celui-là, je ne sais même plus. Évidemment que le fossé, il est là. Le fossé, il est juste sur le budget. Maintenant, je pense qu'en termes de qualité, on tient la barre. Hein. Moi, j'ai pas honte du tout du Prince oublié. Et ça se vaut. Non, mais vraiment, je trouve que c'est un film ambitieux et qui était ambitieux à la base et qui devient aujourd'hui un projet qui était à la hauteur de cette ambition. Et d'ailleurs, on parle du Prince oublié, mais j'étais l'année dernière dans le Chant du Loup et non, moi je suis convaincu que les films français, quand on y croit, quand on met les moyens et on n'a pas besoin de mettre autant qu'eux, on est capable de faire des très très bons films et qui voyagent bien. Et je suis ambassadeur de ça, j'en ai deux et j'espère que j'en ferai un par an des comme ça. Mais Parce bien, que vous êtes à la fois ici et là-bas, vous êtes omniprésent. ben, Tant dans le cinéma américain que dans le cinéma français, en fait. ben, j'essaye, j'espère que ça va durer. Ça Ben, je gère ça avec un grand plaisir. Moi, je suis très content. Non, mais je suis content parce que je peux être que fier. Je peux m'asseoir là devant vous sans aucune honte. Je suis bien dans mes pompes parce que c'est très fier, moi, d'être juste devant cette affiche. Il y a mon nom là avec lui. Je sais que le film, il est super. C'est une vraie proposition de voyage. Et pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est du voyage, et là on a une proposition de voyage, et quel voyage en plus avec ce film-là. Mais on fait la même chose quand on propose Le Prince oublié. C'est la même chose, c'est aussi un voyage je trouve aussi très réussi, c'est aussi un beau trajet, il y a aussi de très belles valeurs dans ce film-là, voilà. Et quand on fait Les Chants du Loup, on propose aussi quelque chose de très très fort, et voilà, moi je suis fier de tout ça, donc oui, je le vis très bien, et... Mais vous travaillez beaucoup. Exactement, je travaille pour et parce que j'y crois à fond aussi. Et en parlant de fierté, est-ce que vous êtes aussi très fier d'être le nouvel Arsène Lupin? Évidemment, Ouais. c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. C'est la même démarche. C'est que j'ai envie de m'amuser, proposer des choses nouvelles, modernes, avec un minimum d'ambition. Après, évidemment, on ne réussit pas à tous les coups. On se plante, on s'est planté, on va peut-être se planter d'autres fois, mais des fois, ça marche. La preuve. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.